Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte aux entreprises. Et aujourd'hui, on enregistre un nouvel épisode sur la thématique de la mixité dans les entreprises et plus particulièrement dans la métallurgie et dans l'industrie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de deux invités. Bonjour Corinne, bonjour Amélie. Bonjour Thomas. Comment allez-vous ? Super. Est-ce que vous pouvez me présenter du coup l'entreprise dans laquelle on est aujourd'hui ? On est chez John Cockerill. Qu'est-ce qu'on y fait ? Oui, alors là, ce qu'on peut voir autour de nous, c'est l'atelier donc, de Bevange, donc une agence qui se situe donc, pas loin de la frontière luxembourgeoise. Et donc John Cockerill fait de la maintenance industrielle pour tout type de donneurs d'ordre, notamment ArcelorMittal, les centrales nucléaires EDF, Saint-Gobain, pour citer les principaux. Mais on est amené à intervenir sur tout type de société en termes de maintenance. D'accord. Et depuis combien de temps vous êtes dans cette entreprise ? Alors, Amélie. Je compte rapidement, ça doit faire 6 ans. 6 ans. Et toi, Corinne ? Et moi, ça fait 11 ans. D'accord. Donc, ça fait déjà une paire d'années que vous êtes ici. Par rapport à votre parcours, on commence par toi, Corinne. Je crois savoir que tu avais fait d'autres choses avant de venir chez John Cockerill. Oui, tout à fait. Donc moi, avant de travailler dans la maintenance nucléaire, je travaillais plus dans les ressources humaines, notamment dans des agences intérim. Et ça fait 17 ans que je travaille dans la maintenance. Qu'est-ce qui t'a fait basculer justement cette reconversion, cette reconversion professionnelle ? En fait, moi, c'est des rencontres et des opportunités qui se sont vraiment ouvertes à moi et par le biais de clients. Parce que quand j'étais dans l'intérim, je travaillais avec certains clients et j'ai eu des opportunités qui se sont présentées, que j'ai saisies et je regrette pas du tout, en tout cas, parce que c'est un monde tout à fait différent. Mais j'ai pu rebondir pour m'ouvrir à d'autres métiers que je connaissais pas du tout en fait. Est-ce que tu avais des stéréotypes ou des a priori avant de rentrer dans la métallurgie ? Oui, pour moi la métallurgie c'était germinal, c'était C'est vrai, c'est vrai, je confirme. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi je suis plus dans la partie nucléaire et dans le nucléaire c'est très propre. Par contre, c'est pas du tout la métallurgie comme on l'entend. À Montbleu, il est propre. Pourtant, je me balade sur les sites et c'est pas la métallurgie comme on l'imagine. Le côté nucléaire, c'est beaucoup plus propre. Donc c'était une belle découverte. Ouais. Puisque tu es resté autant d'années déjà. Oui, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et toi, Amélie, du coup, par rapport à ton parcours, est-ce que tu as toujours été dans la métallurgie et l'industrie ou est-ce que tu viens d'un autre secteur ? Alors non, à l'initiale, j'ai commencé ma carrière dans une société de travaux publics, donc qui fait d'ailleurs toujours de l'électrification, donc de la pose de réseaux haute tension, aussi bien en aérien qu'en souterrain. Je suis restée, je dirais, 8-9 ans donc dans cette société, pardon. Et puis j'avais fait un peu le tour, j'avais envie de découvrir un peu autre chose. Après, j'ai fait un court passage au Luxembourg, donc dans une société de contrôle. Ça m'a moins plu. C'était un peu plus compliqué, ne serait-ce que pour gérer sa vie de famille, puisque je suis messine d'origine et que j'avais une petite fille à cette époque-là qui avait que quelques mois. Donc, partir de 6h du matin jusqu'à 19h le soir, c'était très compliqué, aussi bien, je pense, pour elle que pour moi. Et le management ne me plaisait pas. Donc c'est un peu par hasard, effectivement, que j'ai découvert le monde de la maintenance et de l'industrie. Mais effectivement, c'était une corde que je voulais rajouter à mon arc parce que j'ai soif d'apprendre et qu'effectivement, dans ces métiers-là, on en apprend vraiment tous les jours. Il n'y a pas une seule journée qui ressemble à une autre. Donc c'est vraiment très enrichissant. Très enrichissant. Par rapport justement aussi à vos métiers, donc on va faire un petit focus là-dessus. Corinne, donc tu as une mission particulière. Quel est ton poste précisément ? Donc moi, je suis conseillère en radioprotection. Donc je m'occupe vraiment de toute la partie travaux sous rayonnement ionisant. D'accord. Et c'est un travail qui est à risque, il faut être protégé, il y a des normes, comment ça se passe ? Oui, donc déjà on travaille sous la certification CEFRI.
Donc, ça nous demande de répondre à un cahier des charges précis et d'avoir un suivi autant sur le personnel, l'exposition du personnel, la protection du personnel et tout ce qui est réglementation, être toujours dans la veille réglementaire pour pouvoir répondre au cahier des charges précis de la norme qui nous permet de travailler sur rayonnement ionisant. Ok, donc très précis, très, très strict au niveau des Oui. protocoles. Et toi, Amélie, ta mission qui est aussi très importante au sein de John Cockerill? C'est compliqué de résumer ça parce qu'effectivement, comme je le disais, chaque jour on fait des choses différentes. Maintenant, au niveau du HSE, donc H comme hygiène, S comme sécurité et E comme environnement, donc on s'occupe de tout ce qui est lié effectivement à la sécurité du personnel, voire des équipements, à l'environnement. Et donc, on est un service support transverse qui est amené à aller notamment sur chantier. Donc, pour pouvoir être là en tant que support auprès de notre personnel, également réaliser des audits, s'assurer, contrôler qu'on répond bien à toutes les exigences réglementaires et normatives, comme l'a dit Corinne. Donc, on est CFRI, mais on est également ISO 9001 qui est le pendant, mais pour la qualité, 14001 pour l'environnement et 45001 pour la sécurité. Donc, ça veut dire qu'au-delà des textes réglementaires, il faut également qu'on s'assure qu'on suit bien les textes normatifs auxquels on a décidé d'être certifié. Donc, il y a cet aspect effectivement réglementaire, normatif, d'être sur chantier et puis d'être également à l'écoute des besoins du personnel et des clients. Donc, effectivement, c'est faire des grands écarts par moment, mais c'est ce qui rend le métier hyper intéressant. Vous travaillez toutes les deux aussi en équipe. Comment ça se met en place, le nombre de personnes qui sont dans vos équipes? Quels sont les processus que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a aussi une parité, une mixité ou pas? Comment ça se met en place ici chez John Cockerill? Alors, nous, en fait, on est composé par plaques, en fait. Moi, je suis basée sur le site de Cattenom et j'ai une collaboratrice qui s'occupe de la partie nord, un collaborateur pour la vallée de la Loire. Bon, j'avais une personne aussi qui était sur le sud, mais qui nous a quittés aujourd'hui. Et j'ai aussi un collaborateur sur Cattenom pour s'occuper de toute la partie est. Donc, comme on travaille en fait sur le parc nucléaire français, on est organisé en fonction du parc. Il fonctionne par plaque, donc on fonctionne comme EDF. Et donc, du coup, la même chose pour toi, Amélie? Non, alors effectivement, j'avais un collègue qui était basé dans le sud. J'avais une collègue qui était basée dans le nord. Bon, aujourd'hui, ils ont quitté la société pour d'autres opportunités. Donc aujourd'hui, tout est centralisé ici au siège social, donc à Thionville. Et j'ai 2 collaborateurs, donc on va dire un bras droit, un adjoint. Et puis j'ai aussi un animateur. Donc leur rôle est un peu plus spécifique. J'en ai un qui est très orienté chantier, ce qui nous permet vraiment d'avoir au quotidien quelqu'un qui représente la sécurité sur nos chantiers. Et j'ai mon adjoint qui va être un peu entre moi qui manage, qui met des objectifs, et puis donc la personne qui est sur le terrain et qui va être beaucoup plus amenée à collaborer avec le personnel. Par rapport au challenge aussi, est-ce que, donc Corinne, tu l'as dit, tu es en lien avec plusieurs personnes dans la France par rapport au parc nucléaire. Est-ce que c'est gratifiant justement d'avoir des responsabilités et d'échanger sur ces projets-là? Comment toi tu le vis? Oui, c'est gratifiant, surtout que moi, quand j'ai été embauchée chez John Cockerill, j'étais toute seule et j'ai grandi avec l'entreprise. Et aujourd'hui, d'avoir cette équipe autour de moi, c'est quelque chose qui m'anime, on va dire. J'ai beaucoup appris en fait avec eux, parce que souvent, c'est des personnes en alternance que j'ai formées et qu'on a embauchées par la suite. Et je me rends compte que eux, ils ont appris par leur formation, mais moi, j'ai beaucoup appris par leur contact, parce que le métier, je ne l'ai pas appris à l'école. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment des rencontres et des opportunités. Et moi, j'ai vraiment tout appris sur le tas. Et d'être au contact d'eux
Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris et j'ai beaucoup évolué grâce à eux. Moi, je suis là un peu pour recentrer les choses et animer, donner des objectifs, mais je sens pas le lien chef, machin. Enfin, La je sais pas hiérarchie, comment, voilà, ouais. On travaille vraiment dans un certain respect et on a vraiment plaisir à travailler tous ensemble. Amélie, toi, donc tu as dit dans ce qui te passionne, c'est aussi qu'il n'y ait pas de train-train habituel quotidien. Est-ce qu'il y a des missions qui ont été plus prenantes que d'autres, où tu t'es senti mis en valeur aussi par rapport au travail que tu as fait, justement, qui permet aussi d'évoluer et de s'en sentir bien dans l'entreprise? Alors, mis en valeur, je sais pas si c'est vraiment ça que je vais vraiment rechercher. Ça va vraiment être déjà qu'on prenne du plaisir effectivement dans le métier, tu l'as bien dit tout à l'heure, aussi bien pour moi mais pour mon équipe. Donc mettre en valeur, oui, mais la totalité de l'équipe parce que on se complète vraiment. Je pense que chacun apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Et comme l'a dit Corinne, on va être là un peu comme un chef d'orchestre, mais c'est pas nous qui allons tenir tous les instruments en même temps. Et chacun apporte vraiment sa petite touch et ça fait toute la différence quand on travaille dans ce genre d'ambiance que des liens de subordonnés. Ce qui est le plus difficile pour travailler en équipe, est-ce que c'est le côté humain de se dire il faut manager des personnes et tout le monde n'a pas le même caractère, susceptibilité? Faut s'adapter, ça c'est sûr Voilà. qu'il faut s'adapter vraiment à la personnalité de chacun. Après, difficile, je trouve pas ça forcément difficile. Moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est plus le contact avec les autres collaborateurs hors de notre service. Surtout en tant que femme, on est souvent testé. Donc avant d'être légitime, on va nous poser des questions, on va un peu nous tester et une fois qu'on a acquis leur confiance et leur respect, après ça va. Mais il y a toujours une petite période de test et ça, au sein de notre équipe, moi je ne l'ai jamais ressenti. Et ça passe par quoi alors? Des questions, un peu de... Des questions, parce que nous, on n'est pas du tout technique. Quand on va sur le terrain, on apprend, on pose des questions, on essaye de s'intéresser à leur quotidien. Et je pense que eux, à leurs yeux, on doit un peu comme tout savoir, tout maîtriser, alors que non, nous, la technique, on ne la maîtrise pas. On s'appuie forcément sur leur professionnalisme à eux. Donc, il y a toujours une petite période de test comme ça. Je ne sais pas si toi, tu le ressens. Si, je pense qu'effectivement, on se retrouve toujours confronté avec des gens. Alors, pas tout le monde en fait. On se rend compte qu'effectivement, ça va être certaines personnes, mais pas tout le monde, parce qu'il y a quand même un certain respect. Et c'est plus sur ça, moi, que j'orienterai ma réponse. C'est que on a tendance à se faire des a priori. Je pense aussi bien du côté des femmes que du côté des hommes avec lesquels on va travailler. Donc on a tendance à se dire, on va tomber, désolé de l'expression, mais sur des gros lourdingues. Et en fait, j'ai été très peu confrontée. Personnellement, je pense qu'il y a vraiment un respect qui s'instaure à partir du moment où on fait partie d'une grande entreprise, une grande famille, qui est l'industrie. On travaille tous dans le même camp. Donc ça fait un petit peu image publicitaire, mais effectivement, force est de constater que il y a des besoins, on est tous là et on a tous l'étendard John Cockerill. Donc j'avais des a priori, même quand je travaillais dans les travaux publics, que j'ai très vite effacé. Et maintenant, ma foi, oui, il y a toujours des gens qui vont vous tester. Mais c'est moins sur terrain. Ok. Et par rapport à la nouvelle génération, est-ce que vous voyez des jeunes arriver? Est-ce que vous voyez le secteur s'ouvrir et s'intéresser aussi à cette nouvelle génération? Ou est-ce que... qu'est-ce qu'il faudrait aussi pour les intéresser? Parce que la métallurgie et l'industrie, de prime abord, c'est pas la chose à laquelle on va penser premièrement. C'est malheureusement, je pense que l'image a fait beaucoup de mal à ce métier-là. On vend ça comme quelque chose qui est pas glam, qui est pas attirant, qui est pas attractif. Effectivement, c'est pas tous les jours tout rose. Maintenant, je pense pas qu'il y ait un métier dans lequel ça se passe comme ça. Donc, je pense sincèrement que on a beaucoup souffert de l'image, en fait. L'industrie a beaucoup souffert de l'image. Comme le disait tout à l'heure Corinne, Germinal,
typiquement, c'est ce qui nous vient tout de suite en tête dès lors qu'on parle d'industrie lourde. C'est clair que tout n'est pas comme dans le nucléaire, tout propre, mais c'est des métiers qui sont pointus, qui sont exigeants, avec beaucoup de techniques. On ne devient pas un maintenancier, on ne devient pas un technicien du jour au lendemain. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, c'est des encyclopédies vivantes. Donc, il y a vraiment un respect important quand on commence à connaître ces personnes-là et à se rendre compte aussi qu'il y a cette humilité parce que on est dans l'industrie, on travaille tous main dans la main, mais il y a des gens qui sont très très compétents et vraiment c'est dommage de ne pas redorer un peu le blason de ce métier-là. Corinne, par rapport aussi en tant que femme, est-ce que dans tes proches ou dans les gens que tu rencontres, ils te posent des questions sur comment ça se passe dans la métallurgie, dans l'industrie, et est-ce qu'ils ont des stéréotypes aussi? Oui, après, c'est vrai qu'on me pose beaucoup de questions. Moi, c'est un peu différent parce que c'est plus le côté du nucléaire, donc ça intéresse beaucoup les gens. Ils sont toujours curieux de savoir. Beaucoup de fantasmes. Ouais, et puis connaître un peu le process, comment ça fonctionne. Est-ce que quand on voit les cheminées, est-ce que c'est polluant ou pas, alors que pas du tout. Mais oui, on me pose quand même beaucoup de questions par rapport à tout ça. Mais est-ce qu'après, est-ce que ça donne envie ou pas? Enfin, ça, je ne saurais pas trop. Qu'est-ce qui pourrait être fait justement pour plus s'attirer selon vous? Est-ce que c'est de faire des forums, de plus en parler, de communiquer, de recruter aussi et d'avoir encore plus de mixité? Je pense qu'il y a déjà un truc qu'il faudrait faire, c'est dédiaboliser un petit peu tous les parcours techniques. Parce que pendant très longtemps, je sais pas, moi en tous les cas, on m'a toujours dit fais des études, même si ça te plaît pas super super bien, fais les études au maximum que tu peux aller, et après si tu as besoin de te reconvertir et faire quelque chose de moins bien, tu le feras. Force est de constater que quand on arrivait à un certain niveau d'études, on n'a peut-être pas forcément envie de refaire un CAP ou un BEP. Et pourtant, ces métiers-là, il y a des demandes, il y a des carences. C'est pas du personnel qui est payé au SMIC non plus. Dès lors qu'on a du personnel et des ouvriers qui sont qualifiés, c'est comme partout, ça se paye. Donc il faut vraiment garder en tête que c'est pas l'ouvrier qui sort de l'usine pour faire les 3-8, quoi. Voilà. Ouais, c'est plus l'image d'il y a 20, 30, 40 ans. Ouais. Tout à fait. On a quasiment fini la première partie. Une question pour chacune d'entre vous avant de passer à la deuxième partie. Corinne, comment tu vois évoluer la métallurgie dans 5, 10, 15 ans? Est-ce que ça sera du tout robotisé? Est-ce que il y aura une mixité? Est-ce que ça n'aura pas changé? Comment tu vois les choses? Alors, robotisé, moi, dans la partie nucléaire, je pense pas. La mixité, après, moi, je vois quand même que en 17 ans, il y a 17 ans, j'étais la seule femme pratiquement sur le site de Cattenom. On n'était vraiment pas nombreuses côté prestataire. Et aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus de femmes. Donc, c'est quand même... Il y a beaucoup, beaucoup de métiers du nucléaire qui s'ouvrent aux femmes dans les parties fonctions support comme les parties techniques sur terrain. Donc, on avance quand même pour avoir de plus en plus de mixité. Et Amélie, si tu devais donner un conseil à une jeune femme qui voudrait se lancer dans la métallurgie, ça serait lequel? Venez tester? Bien sûr. Je pense que l'idée, il faut, faut se faire sa propre idée en fait du métier. Donc, on n'irait pas forcément peut-être naturellement, mais déjà prendre conseil auprès de personnes qu'on connaît qui travaillent dans ce métier-là, ça permet déjà d'avoir une bonne vision, si tant est qu'on soit proche des valeurs de cette personne. Et après, effectivement, il faut tenter. Parfait. On a fini la première partie, c'était très intéressant. On passe au quiz de rapidité, de spontanéité. Donc là, vous avez deux choix. Vous choisissez la réponse qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de mauvaise réponse et vous avez le droit à un joker. Ok? On est parti. Travail avant période Covid ou travail après période Covid? Après. Après.
métallurgie mixte, masculine ou féminine? Mixte. Mixte, j'ai pas trop compris la question. Parce que c'est ce qu'on voudrait? Ouais. Ah oui, d'accord, oui, mixte, bien sûr. Travail manuel ou travail robotisé? Manuel. Manuel. Congé d'été ou congé de fin d'année? Joker. Joker. Été. Ok. Cantine ou plat cuisiné? Plat cuisiné. Plat cuisiné, maison. 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 Ouais, donc ça doit être très bon. Et le film ou série qui vous inspire? Non, franchement, il n'y a aucun film ou série qui m'inspire. Moi, je regarde plein de choses et je consomme, moi. Parfait. Et toi, Amélie? Moi, je suis plutôt une grande fan du réalisateur Night Shyamalan, donc je dirais à peu près toute son œuvre. Ok, parfait. Merci en tout cas, mesdames, pour l'épisode. La dernière question, c'est le rituel. Pour vous, c'est quoi une clanche? Le nom du podcast. Clanche de porte. Une cloche de porte, donc Ouais, mais une c'est pas poignée de porte. Effectivement, il paraît que c'est une expression locale, la clanche. Ouais, c'est une fierté locale. Voilà, donc pour s'ouvrir à un nouvel avenir et de nouvelles opportunités, je présume. Parfait. Ouais, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ok. C'était vraiment Ouais, c'est ça. savoir, L'ouverture sur le monde, sur les une nouvelle idées, chose. sur... Parfait. Mais en tout cas, on a fait une ouverture sur vos métiers. C'était très intéressant. Concernant la mixité, concernant John Cockerill, on remercie l'IUMM de Lorraine pour la mise en relation et qui est porteur de ce projet, de ce beau projet. Et puis, on vous dit à très vite chez John Cockerill. Est-ce qu'il y a des actualités, des projets qui se mettent en place ou c'est l'année va se terminer comme elle a commencé? Il y a toujours plein de gros projets. Après, il faut venir découvrir les métiers en venant chez John Cockerill. Donc la porte est grande ouverte. Parfait. Donc, du coup, on donne rendez-vous à tout le monde qui voudrait venir voir le projet. Merci en tout cas, mesdames. Merci, J'espère que Thomas. vous avez passé Merci un à bon toi. moment. Et puis, on donne rendez-vous aux auditeurs, aux auditrices du podcast, à la fois en version audio sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, et bien sûr en version vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent regarder le podcast en entier. À bientôt. À bientôt.